Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, la guerre des temps. Pourquoi l'extrême Occident domine les océans? C'est absolument capital de comprendre ce phénomène. Comme d'habitude, on va faire 4 parties. Une introduction, la partie historique, philosophique, politique et ma conclusion. Alors, je rentre dans l'introduction. Pourquoi, d'après vous, l'extrême Occident? Alors, quand je dis extrême Occident, euh, ça inclut la France, l'Angleterre, à une certaine époque la Hollande, l'Espagne et le Portugal. Alors, j'ai un œil rouge, vous m'excusez ici, c'est pas parce que je me suis pris une patate de la part de mon épouse qui était fâchée, c'est tout simplement que les mangues, la saison des mangues est en avance ici au Cambodge et que j'ai une allergie au pollen. Alors je reprends l'histoire du temps, de la guerre des temps, pourquoi l'extrême Occident domine les océans et de fait le monde. Vous savez peut-être que les Chinois auraient pu dominer les océans parce que c'est eux qui ont inventé la boussole. Ou alors l'islam, l'âge d'or de l'islam, alors que nous, Européens, nous décrétions, après avoir eu la connaissance par les Grecs antiques que la Terre était ronde, que la Terre devenait plate, pendant ce temps-là, les musulmans, eux, ouvraient des bibliothèques en Irak, euh, relisaient tous les anciens livres grecs et ont mis au point, ont amélioré un instrument de navigation qui s'appelle l'astrolabe. Eh bien, pourquoi n'ont-ils pas dominé les océans? Ils auraient pu le faire comme les Chinois, qui eux-mêmes avaient une flotte assez importante au XVIe siècle, si je dis pas de bêtises, et qui ont atteint l'Amérique peut-être même. L'Afrique, c'est certain. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que ni l'un ni l'autre n'ont trouvé le temps précis permettant le calcul des longitudes et donc de naviguer librement et ainsi contrôler les océans du monde. Alors, je vais faire une petite aparté, camarades conspirationnistes, et plus particulièrement de l'école platiste. Je vais vous décevoir en expliquant de manière simple mais efficace pourquoi la Terre est ronde. Et oui, pour naviguer en haute mer, hors des vues des côtes, nous avons besoin de nous localiser. Durant des milliers d'années, nous ne pouvions pas quitter réellement les côtes et on faisait du cabotage. Pourquoi? Parce que sinon on sombrerait isolé au milieu des océans terribles, et c'est ce qui est arrivé plus d'une fois. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on ne sait pas naviguer en haute mer? Tout simplement parce qu'on ne sait pas se localiser en longitude. Alors pour information, la Terre étant ronde, je vais vous montrer quand même, ça on verra ça après. Alors je vais vous montrer un petit diagramme expliquant cela. Voilà mes amis. Vous voyez que les Grecs anciens avaient calculé la circonférence de la Terre de manière assez précise, hein, en se basant sur les différences de hauteur des ombres entre Alexandrie et Syène en Égypte. Ce calcul était connu, euh, montre que la Terre est ronde, et on a pu, grâce à ces méthodes de calcul, connaître la circonférence de la Terre. Alors ça a une importance capitale, parce que c'est pour se localiser en longitude. Alors les longitudes, ce sont les distances d'est en ouest, hein. Si vous voyez ici, hop, voilà, c'est distance d'est en ouest, hein, ok. La latitude, c'est la distance du nord au sud. Alors, depuis très longtemps, grâce aux Grecs anciens, qui, au passage, je le redis ici, ont quasiment tout inventé.
Alors, bien sûr, c'était pas que les Grecs isolés dans un monde. C'est ce que j'appelle moi, entre guillemets, le triangle de la connaissance. Hein. C'est la Grèce, que vous voyez au nord, l'Égypte au sud, qui était un territoire grec, hein, Alexandre le Grand avait tout envahi, jusqu'à ici, l'Empire Maurya, c'est-à-dire l'Inde, la vallée de l'Indus. Et ce triangle des connaissances incluant la Mésopotamie, bien sûr, hein, la Turquie, Mésopotamie, Égypte, Grèce, ce triangle des connaissances, de la connaissance, a permis un essor incroyable chez les Grecs antiques, qui, au-delà de calculer la circonférence de la Terre, ont également tout écrit. Et bon, allez, je fais une aparté, je vous donne un petit exemple qui est intéressant. Euh, Au-delà des sciences, les religions sont, religion, philosophie, on va dire, sont quelque chose de capital pour l'humanité et les humains. Alors, qui de la poule et l'œuf a pondu en premier? Qui a créé l'un ou l'autre? D'après certains chercheurs euh, classistes, donc spécialistes de la Grèce antique et de l'écriture grecque, je cite par exemple Admon Hillman. Alors bien sûr, il est très controversé, mais si vous parlez anglais, je vous invite à écouter sur le podcast, un podcast qui a fait quasiment 2 millions de vues. En tapant son nom, vous le trouverez. Alors, lui, spécialiste grec, hein, un classiste, dans son podcast, explique plein de choses, et à un moment donné, il fait une petite remarque, il dit, vous savez, la première version de la Bible était certainement grecque, parce que les Grecs ont les Grecs antiques, hein, avaient 60 000 mots, et si on prend les déclinaisons, on atteint les 200, 250 000, voire peut-être 400 000. Alors que la Bible, la version la plus ancienne en hébreu qu'on ait, a été écrite avec une langue qui ne comporte que 8000 mots. D'accord? Donc, vous voyez la différence. Et pour lui, il dit que la Bible était forcément écrite en grec, puisque la version grecque est plus riche d'un point de vue syntaxique, de précision, etc., que la version hébraïque, qui est une copie appauvrie à cause de ce langage pauvre. 8000, 60 000. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Je parle de la Bible Septembre. Hein. Alors, je ferme la parenthèse, mais vous voyez, ce triangle des connaissances a bénéficié bien sûr aux Grecs et a permis au-delà du calcul qu'avait fait en son temps Érastosthène, non, Ptolémée, pardon, de calculer la circonférence de la Terre. Pourquoi? Parce que on a su, grâce, si vous voulez, euh, à la capacité de calcul avancée des Grecs, et ça, là, on va rendre à César ce qui est à César, c'est donc Pythagore, bien sûr, le théorème de Pythagore. Pythagore, cet incroyable chercheur scientifique, mathématicien, géomètre, mais également philosophe, hein, qui nous a donné tant légué à nous, Européens, et d'ailleurs au monde entier, tout simplement. Voilà, bon, ça c'est le théorème de Pythagore, entre autres, hein, c'est pas tout à fait le même, parce que lui, il était plutôt sur un rectangle carré. Enfin, c'est le théorème de Pythagore. Et ce théorème permet de calculer des angles. Et donc, pendant des milliers d'années, en fait, on savait se localiser en latitude sur le nord et le sud sur la Terre grâce à un instrument assez rudimentaire mais très efficace, également inventé par les Grecs, qui est l'astrolabe, qui permet de calculer l'angle solaire, par rapport où on se trouve et avec l'horizon de la Terre qui est ronde. Même s'il y a un horizon qui ressemble plat, la Terre est ronde. Et ça permet de nous localiser, d'accord, en nord-sud sur les latitudes. Donc ça, on sait très bien le faire. Et ensuite, le marin avait les possibilités de regarder le ciel, les étoiles, et de pouvoir se repérer. Par exemple, l'étoile du Nord, elle reste toujours au Nord, et ainsi de suite. Donc, on avait des moyens pour un petit peu s'éloigner des côtes, ce qu'ont fait les Polynésiens, par exemple, grands navigateurs. Les Vikings aussi, mais eux se repéraient au soleil et en fait ils avaient une pierre polarisante qui permettait de voir le soleil à travers les nuages par mauvais temps.
Mais tout ça, c'était que des petites astuces. Ça ne permet pas de naviguer en haute mer sans rien avoir de visuel, même sous temps couvert, sans étoiles, etc. Donc, vous voyez, le théorème de Pythagore permet de calculer un angle et de nous situer en latitude, mais on ne sait pas se situer en longitude. Et ça, c'était le grand problème auquel on a fait face pendant des milliers d'années. On utilisait des méthodes empiriques de navigation, on avait des almanachs, des éphémérides, almanachs des éphémérides, c'est-à-dire en fait la position de toutes les étoiles, etc. En France, on a le bureau des longitudes qui donnait un petit peu, qui permettait d'avoir un petit peu ces connaissances, hein, vous voyez, connaissances des temps à l'usage des navigateurs et des astronomes pour l'année 1795. Voilà, à Paris par l'imprimerie Dupont. Ça, c'est un almanach des éphémérides, c'est-à-dire des positions des astres, heure par heure, degré par degré. Bon, c'est empirique. En plus, il faut faire plein de calculs. C'était pas simple. C'était pas simple et ça n'a pas permis de se développer facilement outre mesure. Et c'était donc la guerre des temps. On devait trouver un moyen à un moment donné. Et suite à un énorme naufrage, la reine d'Angleterre a décidé de lancer un prix, un énorme naufrage, hein, vous voyez, bon c'est pas celui-là, mais voilà, c'est un exemple, hein, magnifique tableau de Vernet. Il y a eu un énorme naufrage de la flotte britannique qui s'est échouée au large des Cornouailles. En fait, vous voyez, les Cornouailles, c'est l'extrême pointe de l'Angleterre ouest. Et ce bateau s'est éloigné des côtes, a été pris dans une tempête. Il ne savait plus où il était, il ne voyait plus les côtes. Il ne savait pas se situer en longitude. Et il a dérivé et il s'est fracassé sur des récifs. Et il y a eu 2000 morts, et toute la flotte a été anéantie. D'accord? Donc ça a été un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et la reine d'Angleterre lança alors un prix, le Longitude Act, pour récompenser les personnes qui trouveraient un moyen efficace de calculer la longitude pour pouvoir naviguer de manière sécurisée. D'accord? Et c'est un Anglais. Alors les Français étaient aussi dans la course, hein. Là, il y avait toujours la bourre entre la France et l'Angleterre à cette époque. C'est un Anglais totalement autodidacte qui s'appelle John Harrison, un ébéniste, inventeur, horloger, qui a gagné ce prix qui, enfin, en termes de revenus d'aujourd'hui, d'argent d'aujourd'hui, ça serait à peu près 2 millions d'euros. Alors il a pas touché le compris complet parce qu'il y avait des petits problèmes à droite à gauche, mais enfin bon, voilà, il a gagné. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a inventé? Il n'a pas inventé un mécanisme incroyable, quelque chose de compliqué. Non, 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 non. Il a inventé un chronographe, c'est-à-dire une montre qui donne le temps exact, même en haute mer, même sous la houle. Vous savez, quand ça bouge, etc. On ne savait pas le faire. On n'avait pas le temps exact. Et ce temps exact, d'accord, de ce monsieur John Harrison, permet de garder l'heure de Greenwich, de l'observatoire de Greenwich. Alors, il y a eu la guerre entre l'observatoire de Greenwich et l'observatoire de Paris. Bon, ça c'est une autre histoire, je vous laisse regarder sur Internet, vous trouverez beaucoup de détails à ce sujet. Toujours est-il qu'à un moment donné, on a décidé que la longitude zéro, c'est le point zéro, c'est la ville de Greenwich, c'est l'observatoire de Greenwich. Et donc, si on a un chronographe, une horloge de haute précision, qui garde le temps de Greenwich, quand le bateau navigue vers l'ouest, par exemple, si on part d'Europe, on va vers l'ouest, vous avez le temps de Greenwich, et puis vous avez le temps local, parce que ça, on sait le calculer avec le soleil. Donc, en fait, il suffit de comparer ces deux temps. Et ça va vous donner votre déclinaison en longitude, votre localisation. Hein, le décalage en longitude depuis Greenwich nous donne cela. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Terre étant ronde et qu'un cercle fait 360 degrés et qu'il y a 24 heures dans une journée, le temps de faire le tour de la Terre, oui, amis platistes. Alors donc, par exemple, je prends l'exemple, je pars de Greenwich et je regarde ma montre à un moment donné et j'ai un décalage de 3 heures avec
Greenwich. Eh bien, ça me donne la position exacte en longitude qui sera de 45 degrés et donc je peux me situer sur le globe. Pourquoi 45 degrés? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 360, la circonférence de la Terre, divisé par 24, ça nous donne pour chaque heure une déclinaison de 15 degrés. Cette invention simple en réalité, mais de très haute technologie, a permis à l'Occident, à l'extrême Occident, Angleterre en tête, bien évidemment, de dominer les océans et de dominer le monde. Et mes amis, c'est toujours le cas aujourd'hui. Cela n'a pas changé. L'extrême Occident domine encore le monde et je vais vous dire pourquoi. La plus grande armée au monde aujourd'hui, c'est les États-Unis. Je vais juste prendre en exemple les porte-avions nucléaires. Il n'y a que 2 pays au monde qui ont des porte-avions nucléaires, les États-Unis qui en possèdent 10 porte-avions nucléaires. Et ensuite, la France. Et oui, la France, le second pays à avoir un porte-avions nucléaire, avec le Charles de Gaulle qui est derrière moi, un porte-avions nucléaire. Voilà, d'accord. Ensuite, en termes de nombre de porte-avions, la Chine en a 3, l'Angleterre en a 2, mais bon, hein, assez, assez en mauvais état. Le Japon en a 2, l'Inde en a 2, et la Russie, 0. Les Russes n'ont pas de porte-avions. Donc, qui domine les mers? C'est bien l'extrême Occident, grâce à l'invention de monsieur John Harrison. Voilà pour cette introduction. Maintenant, je vais faire un petit point historique qui va dérouler un petit peu les événements de toutes ces inventions qui sont liées à la domination des mers et donc à la domination du monde. Bien évidemment, il y a 2 écoles. Hein. Les Russes vont vous dire que ils sont continentaux, ce qui est exact, mais tout de même, la domination des mers est extrêmement importante. Alors, je vous ai parlé de Pythagore tout à l'heure. Effectivement, Pythagore, ce grand personnage, au-delà de son théorème, etc., c'est lui qui déclare que la Terre est ronde. Il a le pressentiment, il ne peut pas le prouver à cette époque-là, mais voilà, ça c'est 580 avant Jésus-Christ, d'accord? 580 avant Jésus-Christ. Alors, ensuite, on a quelque chose d'assez incroyable. C'est cette machine que vous voyez derrière moi, qui a été trouvée de manière fortuite parce qu'un bateau avait coulé au fond des océans et dans la vase, ce mécanisme a été préservé. Donc ça, c'est la machine denticitaire, appelée également machine denticitaire. Euh, et c'est considéré comme le premier ordinateur au monde, premier calculateur analogique qui permet de calculer la position des astres. Voilà. Donc c'est un mécanisme très complexe qu'un horloger suisse a reproduit, et ça, on est en 200 avant Jésus-Christ, hein, d'accord? Encore les Grecs, voilà, d'accord? Ensuite, bien sûr, nous avons, quelque temps après, un grand savant, Érastotène. Érastotène, c'est lui, si vous voulez, alors lui, il était en Égypte, hein, Alexandrie, astronome, le premier géographe au monde, hein, explorateur, cartographe, un personnage assez incroyable, qui a pu calculer, si vous voulez, la circonférence de la Terre, mais au-delà de ça, il a aussi, si vous voulez, créé les premières cartes au monde euh, qui représentent notre planète. Regardez cette carte derrière moi. C'est 200 ans avant Jésus-Christ. Elle n'est pas si fausse. Elle n'est pas si fausse. Hein, c'est quand même incroyable. Voilà, donc ça c'est les Grecs anciens, ce personnage, mathématicien, etc., etc. Ensuite, vous avez Ptolémée, bien sûr. Ptolémée, c'est ce personnage aussi incroyable, grec, d'Égypte également, astronome, mathématicien, géographe, etc. C'est aussi un des précurseurs de la géographie. Et il est connu parce que c'est lui qui a
calculé pour la première fois la circonférence de la Terre d'une manière assez précise, hein, fondée, comme je vous le disais, sur la différence des longueurs des ombres entre deux villes en Égypte, et qui ont permis de calculer la circonférence de la Terre. Voilà un petit peu l'explication, hein, les deux villes, là, voilà. Et puis, par calcul d'angle, hein, il a pu, grâce à la différence d'ombre, de hauteur des ombres, à la distance, calculer la circonférence de la Terre. Hein, c'est assez génial comme méthode. Voilà. La Grèce antique a tant offert à l'humanité. Mais je redis, avec les connaissances égyptiennes, de Mésopotamie et d'Inde. Voilà, le triangle des connaissances. Mais c'est quand même les Grecs qui ont, comment dire, euh, qui ont peaufiné, qui ont tout écrit, qui ont sublimé ces connaissances, hein, avec une écriture extrêmement fine, puissante, hein, comme je vous disais, 60 000 mots, plus toutes les déclinaisons, peut-être 200 à 400 000 déclinaisons possibles, c'est tout simplement incroyable. Donc voilà un petit peu pour les Grecs. Et donc pendant toutes ces années, on savait se repérer en latitude et on utilisait donc des éphémérides, des connaissances de position des étoiles, etc. Et pour calculer ces positions, ces angles et ainsi de suite, eh bien les Grecs ont inventé l'astrolabe, un instrument qui n'est pas un sextant, on va en parler après, qui permet de calculer tout cela. Alors l'astrolabe, invention grecque, qui dit en grec ancien preneur d'astres et un instrument astronomique d'observation et de calcul analogique, donc un ordinateur avant l'heure, instrument aux fonctions multiples qui permet notamment de mesurer la hauteur des étoiles, donc les angles du soleil, et qui donne l'heure donc à l'observateur, la direction des astres, etc. Sa conception est grecque, mais durant l'âge d'or, arabo-musulmans, 8e siècle, 7e, 8e, 9e siècle, avant que les wahhabistes détruisent cet âge d'or, alors que nous, en Europe, on avait décidé de retourner à la terre plate, les Arabes ont utilisé les connaissances grecques et ont également amélioré beaucoup d'instruments, notamment astronomiques, de médecine, et ainsi de suite. Et donc, ça, ce que vous voyez derrière moi, je crois que c'est perse, c'est un astrolabe perse magnifique, hein. Voilà, donc durant l'âge d'or arabo-musulman, ils ont amélioré cet instrument et ils avaient une certaine capacité à naviguer, hein, notamment les Ottomans, pas les Ottomans, pardon, Oman, voilà, les Omanais, Omanais, moi je sais pas trop, bon, enfin, bref, qui naviguaient jusqu'en Inde. Hein, c'est la route des épices, elle a été piquée aux musulmans, hein, par les Hollandais ensuite. Hein. Alors, ensuite, il y a une autre invention, hein, il y a une autre grande culture sur Terre, bien sûr, c'est les Chinois. Et les Chinois ont inventé la boussole au XIIe siècle, en 1117. Ils inventent la boussole ils découvrent le magnétisme, etc. Pour la navigation. Donc, ce qui permet aux navigateurs de s'orienter, ce qui n'est pas rien. Et pourtant, malgré même leur puissance, etc., les Chinois, à un moment donné, ont décidé de ne pas prendre le contrôle du monde. 1252, on utilise ces tables, ces éphémérides pour naviguer. Ça permet aux navigateurs de se déplacer, etc. Les tables sont de plus en plus complexes, on fait appel aux Arabes pour les améliorer. Ce sont des éphémérides, hein, c'est la position des astres et ainsi de suite. Avec un astrolabe, ça permet quand même de naviguer. Mais bon, ça reste très très simple. En 1300, les Européens inventent à leur tour la boussole en copiant celle des Chinois, on ne sait pas trop, mais enfin voilà, donc ça serait une invention italienne, on ne sait pas trop. On arrive au XVIe siècle. Vous voyez, pendant tout ce temps-là, on ne sait pas naviguer en longitude, hein, on capote, on suit les côtes, on s'éloigne un petit peu, mais etc. 16e siècle, 1543, Copernic décrète. Alors bien sûr que en Europe, on a compris à nouveau que la Terre était ronde, hein, depuis, mais Copernic, lui, grand savant, décrète que le Soleil est le centre du monde et ce n'est plus la Terre. Et ça permet de calculer les rotations d'astres et ainsi de suite. Donc c'est une avancée majeure en astronomie et en mathématiques. 1582,
le calendrier grégorien est promulgué par le pape Grégoire XIII. Donc ça, c'est pareil, c'est que l'Église commence dans cet âge d'or, on va dire, catholique, où les universités vont être créées, et ainsi de suite. L'Église devient scientifique. Scientifique dans le sens où elle accepte la réalité des sciences. Voilà. 1543, un cartographe breton, Guillaume Brouscon, fait une très belle cartographie du monde, etc. Les marins bretons sont extrêmement connus, ils vont jusqu'au Labrador pêcher, ainsi de suite, mais toujours pas de connaissance de la longitude. Hein. Donc on cabote au nord, on suit les routes vikings, et ainsi de suite. 1594, Kremer, un Hollandais, invente la projection Mercator. À cette époque-là, les plus grands pilotes, que ce soit pour l'Angleterre, pour même l'Espagne et la France, etc., sont les Hollandais. Les Hollandais sont des très grands cartographes, de grands inventeurs, petit pays, mais avec un sens de l'ingéniosité très développé. Et enfin, nous arrivons à 1714, le Longitude Act. La reine d'Angleterre en a marre des accidents, des naufrages, et voilà, elle décrète le Longitude Act, un prix de 2 millions d'euros équivalent d'aujourd'hui, à celui qui va inventer le moyen de calculer les longitudes. Et cela va donner l'invention du chronomètre marin. Le chronomètre marin qui est une invention géniale, c'est à la fois simple et incroyable. Le temps précis, vous savez, c'est quelque chose d'essentiel dans une civilisation. Et ça a permis de naviguer librement sur les océans. Alors, un peu plus tard, le sextant moderne est inventé. Alors, le sextant, c'est un instrument qui va remplacer l'astrolabe. C'est un instrument qui permet, si vous voulez, de prendre connaissance. Alors, le sextant moderne va remplacer donc l'astrolabe. Vous voyez sur le petit schéma derrière, le petit gif animé, ça permet de descendre le soleil à l'horizon et ça vous donne l'angle exact, d'accord? Donc ici, si on regarde, je crois que c'est 40 ou 45 degrés, voilà. Ça permet de calculer l'angle exact par rapport à l'horizon et au soleil de manière très simple et donc de vous localiser. Voilà. Ça, c'est l'invention du sextant moderne, 1730. Ensuite, 1795, la France se lance dans la course à travers le monde et le bureau des longitudes est créé à Paris sur entre guillemets l'observatoire de Paris. C'est voilà connaissance des temps, etc. Donc on utilise toujours des almanachs, hein, même si on a la connaissance des longitudes parce que c'est quand même pratique. Voilà, donc ça c'est une invention, enfin le bureau des longitudes qui dans la guerre franco-anglaise des longitudes décrète toujours Paris comme étant le zéro, le point référent, mais petit à petit ça va changer puisque on va accepter, on va normaliser entre guillemets Greenwich comme étant le méridien d'origine. Ça c'est 1884 et enfin 1911. Tous les pays du monde intègrent Greenwich comme étant le point référent zéro en longitude. Donc voilà un petit peu pour la partie historique. Alors maintenant, je vais rentrer dans la partie philosophique et vous allez voir c'est assez intéressant. Le temps, la recherche du temps exact, euh, c'est une des plus grandes quêtes de l'humanité. Hein. Quand on n'a pas conscience du temps, on n'a pas conscience de l'avancement, du progrès. Alors, je ne dis pas que c'est mieux, pas mieux. Je dis tout simplement que toutes les sociétés, entre guillemets, techniquement évoluées, ont une maîtrise du temps, et le temps est important. La compréhension du temps qui passe fait de nous des humains, d'accord? Les animaux n'ont pas de notion du temps. Hein, le fameux poisson rouge, il n'a pas la notion du temps. Mais même un animal évolué, notre compagnon, les chiens par exemple, n'ont pas de conscience du temps. Si vous partez 1 heure ou 10 heures, ça va être à peu près pareil. Ils vont faire la fête pareil quand vous revenez. Ils n'ont pas cette notion du temps. Cette notion du temps qui en même temps rend l'humanité angoissée, parce que c'est le temps qui passe, et ça nous rapproche bien évidemment de la mort. La mort, c'est le temps. Le temps est quelque chose qui obsède l'humanité. Toutes les grandes civilisations sont obsédées par le temps, incluant la Chine, même si la Chine n'a pas entre guillemets, pris le contrôle des océans pour différentes raisons.
la Chine est obsédée par le temps. Mais par contre, elle n'a pas connu Sénèque. D'accord? C'est-à-dire que dans le système chinois, il y a une sorte de piège à cette obsession. Ça, c'est ce qui a sans doute en même temps figé la Chine dans ce temps des superstitions. Parce que en Chine, pendant très longtemps, jusqu'à la révolution communiste, l'empereur, le fils du ciel, devait avoir un almanach, connaissance des astres, des éclipses, etc., de manière extrêmement précise, parce que c'est ce qui régissait, si vous voulez, un peu la vie des Chinois. Alors c'est bien sûr aussi l'agriculture, c'est bien évidemment aussi les récoltes, c'est bien aussi évidemment la saison des moussons en Asie du Sud-Est. Par exemple, au Cambodge, le Cambodge a cette grande civilisation angkorienne a également été des astronomes très élaborés, on le sait aujourd'hui, notamment avec un cercle de 700 mètres de diamètre au sud de Phnom Penh, de Chakhung, qui permettait, par déclinaison, de calculer justement la position des astres, etc., et de recalculer le temps, parce qu'en fait, ils avaient un temps indien, le Cambodge étant une civilisation d'inspiration indienne, mais les tables indiennes ne fonctionnaient pas au Cambodge, qui est quand même sur une latitude différente, et donc du coup, il fallait tout recalculer, etc. Donc cette obsession du temps, tous les grands empires, toutes les grandes civilisations l'ont. Et là, je vais vous donner une anecdote assez sympathique, au passage tirée de mon livre Espace et paix, que je vous invite à commander pour Noël. Au passage, il y a les jésuites sont, alors qu'on les aime ou pas, hein, sont des religieux ingénieurs, scientifiques, d'accord? Et donc, quand les jésuites arrivent en Chine, avec un personnage assez intéressant, euh, qui s'appelle, alors, il s'appelle, j'essaie de ne pas écorcher son nom, Matteo Ricci ou Ricci, arrive au XIIIe siècle, au XIIe siècle, pardon, en Chine, et là, il découvre, si vous voulez, une société obsédée par le temps, d'accord? Totalement obsédé par le temps. Voilà le monsieur. Et à cette époque, l'Occident a déjà une connaissance mathématique supérieure, dans le sens de la précision. Les Chinois ont leur propre système mathématique, hein. Alors, que fait-il, ce bon père jésuite, qui veut convertir tous les Chinois au catholicisme? Eh bien, il va calculer, grâce aux dernières avancées technologiques européennes, occidentales, extrême occidentale, il va calculer la position des astres, etc., de manière plus précise que les mandarins chinois. Et ça va ouvrir des portes vers l'empereur, et il va commencer à convertir la cour chinoise. Alors bien sûr, ça crée des tensions, vous imaginez bien, les Chinois, ce ne sont pas des gens qui se laissent faire, mais le point d'achoppement est totalement stupide, vous allez le voir, c'est bon, je simplifie un peu, hein, c'est qu'en fait, à un moment donné, en Chine, il y a le culte des ancêtres. Les Chinois sont ouverts religieusement parce qu'en fait, il y a le confucianisme, le taoïsme, etc. Mais le culte des ancêtres, ça, c'est en réalité leur grande religion. Et lorsque ce bon jésuite convertit des Chinois, les Chinois veulent bien se convertir, mais ils gardent le culte des ancêtres, d'accord? C'est la mémoire, c'est la filiation, c'est ce qui crée le peuple chinois. Donc le père jésuite Ricci demande au pape qu'est-ce qu'on fait, quid du culte des ancêtres, est-ce que c'est chrétien, pas chrétien, etc., etc. Et grâce à la stupidité humaine qui ne connaît aucune limite, en soyez-en certains, le pape a décrété que le culte des ancêtres n'était pas acceptable, ce n'était pas conforme, pas compatible avec la foi chrétienne, et là, ça a été la fin, les jésuites dehors, et la Chine resta chinoise et ne se convertit pas au christianisme. Alors voilà, vous voyez, cette notion du temps est obsédante, euh, on est tous obsédés par le temps qui passe, etc. Et le temps précis a été inventé par l'extrême Occident. Ça nous a permis de contrôler les flottes, de contrôler les mers et d'avoir les plus grandes flottes au monde. Et encore aujourd'hui, qui domine les océans? Ce sont les Américains. Voilà un petit peu pour la partie philosophique. Maintenant, je rentre dans la partie politique. Alors, politique, ça va être extrêmement simple. Qui contrôle le temps contrôle le monde. D'accord? Et alors, qui entre guillemets, à le réseau GPS, hein, qui veut dire Global Positioning System, hein, ce qu'on appelle communément GPS, mais en réalité qu'on devrait dire GNSS, Global GNSS, c'est Global Navigation System.
enfin Global Navigation Satellite System, c'est les Américains. Les Américains ont le plus grand réseau GPS, et le GPS, c'est ce qui nous donne notre position hein, sur votre iPhone, sur votre téléphone, dans votre voiture, grâce au temps, au temps, au temps de la connaissance des astres, et qui par triangulation va vous localiser sur la Terre. C'est encore le temps. Et vous voyez, derrière moi, vous avez un satellite GPS américain, et dedans, il y a des horloges nucléaires. Si jamais vous aviez une horloge nucléaire sur votre téléphone portable, vous serez localisé au millimètre près. D'accord? Donc, les professionnels, comme moi qui suis un cartographe, un photogrammètre, bien sûr, je n'ai pas une horloge nucléaire dans mes instruments de mesure, mais donc du coup, on est recalé par des stations fixes, des bases qui, elles, sont fixes, donc avec une précision importante, et ça nous recale, ça nous retriangule, et en temps réel, on reçoit des signaux, c'est ce qu'on appelle le RTK, qui recalcule et affine la position du géomètre ou du photogrammètre qui fait un levé terrain, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est le GPS américain. Alors, pour vous donner une idée, bien sûr, les Russes ont lancé leur propre système, d'accord, qui s'appelle GLONASS. Les Américains, c'est 31 aujourd'hui, là, quand je parle, il y a 31 satellites GPS qui triangulent nos positions, que tout le monde utilise. Et là, pareil, les Américains peuvent dégrader le temps. Et tout d'un coup, s'il y a un conflit, souvenez-vous de la première guerre d'Irak, les Américains ont débranché le GPS, sauf pour le signal militaire. Donc en fait, tous les civils n'avaient plus de position. Et ça a été un gros chaos, croyez-moi. Et ça, c'est ce qui a poussé l'Europe à créer leur propre système, le système Galileo. Alors, le GPS américain, c'est 31 satellites. Les Russes, c'est 24 satellites. C'est moins performant. Les Chinois ont également lancé leur propre système parce que tout le monde veut son temps. On ne peut pas dépendre du temps de l'autre. Hein, chacun voit midi à sa porte. Et d'ailleurs, vous savez d'où vient cette expression chacun voit midi à sa porte? C'est qu'en fait, avant, quand il n'y avait pas ce temps précis, et surtout ce temps, entre guillemets, euh, universel, parce que le temps à Paris et à Marseille n'est pas le même, vous savez, il y a des changements. Hein, et d'ailleurs, la théorie d'Einstein a été prouvée grâce aux satellites GPS et les horloges nucléaires qui ont permis de savoir que le temps ne s'écoule pas aussi vite dans l'espace que sur Terre. Bon, je ferme la parenthèse. Toujours est-il, d'où vient l'expression chacun voit midi à sa porte? Ben, c'est tout simplement qu'avant, on avait une horloge solaire à sa porte. Et que le temps que moi j'avais à, je sais pas, à Marseille n'était pas le même qu'à Paris. Il y a une différence assez importante, hein, en minutes, hein, bien sûr. Et bien après, quand la Révolution a décrété le bureau des longitudes, le bureau du temps, etc., on a normalisé tout cela, etc. Maintenant, il y a un seul temps en France, mais en réalité, c'est pas le même. Il ne se découle pas de la même vitesse et il n'est pas au même moment. Toujours est-il, je reviens à mes petits GPS, donc les Américains sont en domination totale sur le temps. Alors bien sûr, Baidu, les Chinois, ils ont 35 satellites. Mais bon, voilà, hein, c'est à peu près pareil. Alors, Galiléo, les Européens, nous, on a à peu près une trentaine de satellites, etc. Donc en fait, toutes les grandes puissances, comme je disais dans la partie philosophique, qui sont obsédées par le temps, parce que le temps, au-delà, entre guillemets, d'être de l'argent, ça on le verra dans la conclusion, le temps, c'est le pouvoir. Sans temps, vous n'avez pas de pouvoir, sans temps précis. Sans GPS, sans temps, vous ne savez pas envoyer un missile hypersonique, abattre un sous-marin, un porte-avions nucléaire américain. Les Russes ont également besoin de ce temps-là. Donc tout le monde a lancé sa constellation. Alors il y a aussi les Indiens, je crois qu'on en a un peu, les Japonais, etc. Mais bon, c'est anecdote, c'est pas aussi puissant. Vous voyez, donc les Américains sont toujours en tête. Et après, là, je vais rajouter maintenant Starlink, américain également, parce que les satellites Starlink d'Elon Musk savent aussi nous positionner, ils savent aussi nous trianguler. Alors je pense pas qu'ils aient des horloges atomiques, mais par redondance, etc., ils peuvent aussi nous localiser. Et alors là, on éclate tous les scores, puisque à l'heure actuelle, il y a 6794 satellites Starlink dans l'espace. D'accord? Donc si les Américains dominent totalement, mais totalement le temps et les océans, et de loin. Donc c'est pour ça que ni les Chinois, ni les Russes, entre guillemets, qui sont allez, peut-être un petit peu moins impérialistes, mais qui sont des superpuissances, n'attaquent les Américains frontalement, parce qu'ils perdraient encore aujourd'hui. Alors maintenant, je rentre dans la conclusion, qui va être assez simple. Le temps, c'est de l'argent.
au sens noble du terme. Le temps est en réalité la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Avec de l'argent, on peut acheter l'amour. Oui, 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 on peut acheter l'amour. On peut acheter l'honneur même. Tout le monde a un prix, plus ou moins. Tout le monde a un prix. On peut acheter la peur. On peut acheter le travail, bien évidemment. Mais on ne peut pas acheter le temps qui passe. Le temps qui passe, que vous soyez Elon Musk, archi-milliardaire, ou moi, archi-pauvre, enfin pas pauvre, mais bon, loin d'être milliardaire et même millionnaire, normal, quoi, on va dire, le temps passe le même. Alors pas tout à fait, parce qu'on n'est pas au même endroit sur la Terre. Alors s'il va sur Mars, le temps passera pas tout à fait pareil, il sera plus long, je pense, sur Mars. Il me semble, parce qu'il y a moins de gravité. Mais en réalité, le temps passe à la même vitesse, plus ou moins, pour tout le monde. Et malgré les fortunes, etc., on ne peut pas revenir en arrière dans le temps. Une fois que le temps est passé, c'est fini. Ça s'appelle le passé et on est face au futur. Et ça, c'est pareil. C'est aussi une des différences entre l'homme et les animaux. Là, je vous appelle à lire Galen, Arnold Galen, etc. Même du Frédéric Delavier. Sur l'éveil des consciences, il en parle aussi. Voilà, vous avez beaucoup de sujets, Bergson bien sûr, etc. Mais le temps, cette notion du temps qui passe est la même pour tout le monde. Que vous soyez riche ou pauvre, vous ne pouvez pas acheter le temps. Le temps, c'est la seule chose qui ne s'achète pas, qui ne se fabrique pas, et qu'on ne peut pas euh, reproduire. Le temps ne fait que passer. Et la maîtrise du temps, comme vous l'avez compris, nous a permis à nous, extrêmes occidentaux, de dominer le monde, de dominer les océans grâce au calcul des longitudes, mais d'une manière plus loin, plus large. Le temps précis est quelque chose d'extrêmement dur à avoir et à faire. Donc maintenant, on utilise des horloges atomiques, et maintenant, je crois qu'il va y avoir même mieux que les horloges atomiques avec des horloges dites quantiques. Euh, mais celui qui maîtrise le temps maîtrise le monde à bon entendeur.